Bonjour à tous. Vous êtes sur la chaîne d'auteur d'Alex Bowden dans la zone de disparition. Et voici un nouveau récit d'une histoire réelle. Vous n'allez pas le croire, mais 2 plongeurs chevronnés ont été laissés en pleine mer à cause d'une erreur fatale. Ce n'est ni une blague, ni une scène de film. C'est une histoire vraie qui s'est déroulée au large des côtes australiennes. Tom et Eileen Lonergan ont plongé depuis un bateau touristique. Et plus personne ne les a jamais revus. Le bateau est reparti. On les a oubliés. Ils se sont retrouvés seuls, perdus au milieu de l'océan, sans aucun moyen de communication, sous un soleil brûlant, avec très peu d'espoir d'être secourus. Et maintenant, ouvrez bien les oreilles. Plusieurs mois plus tard, on retrouve des objets sur la plage, un message désespéré appelant à l'aide, et d'autres affaires qui sèment le doute. Et si leur disparition n'avait rien d'accidentel, cette histoire va vous glacer le sang et vous faire douter jusqu'à la dernière seconde. Ont-ils vraiment disparu dans l'océan? Ou bien les choses ne se sont-elles pas passées comme on le croyait au départ? Le 25 janvier 1998, un bateau appelé Outer Edge quitte le port de Port Douglas, en Australie. À bord, 26 personnes. Parmi elles, un couple américain, Tom, 34 ans, et sa femme Eileen, 28 ans, les Lonergan. Ils sont venus en vacances, respirer l'air marin, plonger, se détendre. Tous les deux sont des plongeurs expérimentés. Chacun d'eux a déjà effectué plus de 150 plongées. Sous l'eau, ils sont comme chez eux. Pour environ 160 $, l'équipage du bateau, composé de 5 personnes, promet aux touristes 3 plongées près du récif Saint-Crispin. Ce site se trouve à une quarantaine de kilomètres au large, tout près de la grande barrière de corail. Pendant que le bateau navigue vers le site de plongée, un des passagers filme la traversée. Des images banales, pour les souvenirs. On y aperçoit brièvement Tom et Eileen. Ils sont près du bord, sourient, échangent un regard complice. Personne ne se doute alors à quel point ces images deviendront précieuses. Ils plongent avec le reste du groupe. Les 2 premières plongées se passent sans souci. Lors de la 3e, Tom et Eileen sont vus à une profondeur d'environ 12 mètres. Ils y restent une quarantaine de minutes, puis remontent. Tout est fait dans les règles. Mais une fois à la surface, plus de bateau. Le Outer Edge est parti, tout simplement. Sans eux. Le couple est abandonné, loin de toute embarcation, sans moyen d'alerter qui que ce soit. Autour d'eux, seulement l'eau salée et le soleil écrasant. C'est là que commence leur véritable combat pour survivre. 24 heures passent. Personne ne remarque leur absence. Leur disparition n'est même pas encore suspectée. Ce n'est que le lendemain qu'un autre groupe de plongeurs arrive sur le même récif. L'un d'eux repère au fond de l'eau des plombs de lestage, ceux qu'utilisent les plongeurs pour s'équilibrer. Sur le moment, cela ne choque personne. Il arrive qu'on perde du matériel. Personne n'imagine que ces plombs pourraient être liés à ceux qui ont plongé ici la veille. 2 jours après la disparition de Tom et Eileen Lonergan, aucun signe d'eux. Pendant ce temps, le capitaine du Outer Edge, Geoffrey Nairn, est à l'étranger. À son retour, lorsqu'il remonte à bord, un détail le frappe immédiatement. Sur le pont, 2 paires de chaussures bien rangées, des sacs de plongée. À l'intérieur, des passeports, des cartes, des documents. Tout appartient au couple disparu. Aucune lettre, aucun signe de départ précipité. Leurs affaires personnelles sont toujours là, comme s'ils allaient y remonter à bord d'une minute à l'autre. Sans perdre de temps, Geoffrey appelle l'auberge de Cairns, où les Lonergan logeaient avant l'excursion. Il espère qu'ils sont revenus plus tôt. Mais au bout du fil, on lui répond que personne ne les a vus depuis leur départ en mer. Au moment où l'alerte est enfin donnée à la police, plus de 48 heures se sont écoulées depuis la dernière trace du couple. Le capitaine comprend qu'il ne peut plus attendre. Il signale la disparition. Mais une question reste en suspens. Comment est-il possible que 2 personnes n'aient pas été comptées lors du retour du bateau? La réponse, aussi glaçante que simple, tenait en 2 mots : erreur humaine.
une simple faute de calcul. D'après les témoins, au moment où l'équipage faisait le comptage des passagers à l'avant du bateau, 2 plongeurs venaient tout juste de sauter à l'eau. Plus tard, lors d'un nouveau comptage à l'arrière, ces 2-là étaient déjà remontés à bord, et on les a comptés une seconde fois. L'erreur est passée inaperçue, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'un des membres de l'équipage, Karl Jasinowski, s'en souvenait encore. « Ce jour-là, je suis remonté sur le pont. J'ai regardé la mer et j'ai vu des bulles. Je me suis dit, des poissons. Mais aujourd'hui, je me demande, et si c'était eux ? Dès qu'on a compris que les Lonergan n'étaient pas revenus, une opération de recherche a été déclenchée en urgence. Les airs et la mer ont été mobilisés. Avions, hélicoptères, bateaux, plongeurs, militaires. Tous les moyens, toutes les forces, pourvu qu'on les retrouve à temps. Pendant 3 jours, les recherches se sont enchaînées sans relâche. De jour comme de nuit, l'océan a été passé au peigne fin. Mais au 4e jour, la mission de sauvetage a été suspendue. Aucun signe, aucun corps, aucune trace, juste l'océan vide et des questions sans réponse. Le 11e jour, tout près de la plage d'Indian Head Beach, une zone réputée pour sa faune sauvage et ses conditions difficiles, les sauveteurs ont aperçu quelque chose dans l'eau. Un gilet de sauvetage, usé, salé, délavé par le soleil, avec un nom inscrit dessus, Tom Lonergan. Le gilet dérivait non loin du rivage, comme s'il avait été placé là exprès, bien en vue. Quelques jours plus tard, dans la même zone, on a retrouvé un second gilet. Cette fois-ci, c'était celui d'Eileen. Et peu après, une autre découverte. Une cagoule de plongée noire. Le tissu portait un nom, soigneusement inscrit, Eileen Lonergan. Et comme pour boucler cette étrange série, une palme droite a refait surface un peu plus loin. Elle appartenait elle aussi à Eileen. Tous ces éléments formaient une mosaïque troublante. Rien n'était regroupé, les objets étaient éparpillés, ici et là. On avait l'étrange impression que tout cela n'était pas dû au hasard. Aucune trace de lutte, aucun dégât visible sur le matériel, aucune preuve tangible. Rien que la mer et des fragments d'équipement. Rapidement, les questions ont fusé. Aurait-il pu atteindre la terre ferme ? Et ensuite, quelque chose aurait mal tourné. Ou bien, aurait-il laissé ses traces volontairement ? Dès le début, les enquêteurs avaient prévenu. Si les vagues rejetaient ne serait-ce qu'un seul élément, un gilet, une palme, un masque, ce serait déjà une piste. Dans cette région, les courants sont puissants. L'eau rejette tout ce qu'elle peut. Plastique, bois, vêtements, débris. Tout se mélange, tout dérive. Et si aucun corps n'était retrouvé, la police avait suggéré d'élargir la zone de recherche. Les courants pouvaient avoir emporté les corps bien plus au nord. C'est ce qu'on a fait. Les recherches ont été déplacées d'environ 40 km plus haut sur la côte, là où les courants auraient pu les mener. Et quelques jours plus tard, à 2 dates différentes, le 12 et le 16 février, 2 bouteilles d'oxygène ont été retrouvées. Pas de numéro, pas de marquage. Mais pour les sauveteurs, aucun doute. Ces bouteilles leur appartenaient. Peu à peu, quelque chose clochait dans cette affaire. Et puis un détail a refait surface. Un fait passé inaperçu jusqu'ici. Une histoire venue de leur ville natale. À première vue, c'était anodin. Et pourtant, ce détail a tout remis en question. Il a poussé les enquêteurs à se poser la vraie question. Et si rien ne s'était passé comme on l'avait imaginé au départ ? 10 ans ont passé. Une décennie entière depuis que Tom et Eileen Lonergan ont disparu en pleine mer, comme évaporés. Depuis, les rumeurs n'ont cessé de circuler. Des hypothèses, des théories. Mais une histoire en particulier a fait frémir la police. Ils ont arrêté un homme du nom de Milton Harris. Au début, ça semblait être une affaire banale. Mais très vite, quelque chose d'inattendu a été découvert. Il avait simulé sa propre disparition pour tromper tout le monde. Il avait tout simplement sauté du ferry en direction de la Nouvelle-Zélande. Puis,
Comme si de rien n'était, il était réapparu vivant et en parfaite santé de l'autre côté. Entre-temps, sa famille avait touché l'assurance pendant qu'il se cachait. Mais ce qui a particulièrement retenu l'attention, c'est un détail troublant. Milton était originaire de la même petite ville que les Lonergan. Mieux encore, ils fréquentaient tous la même église. Alors, forcément, la police a commencé à se poser des questions. Et si la disparition du couple était elle aussi planifiée? Un scénario audacieux, c'est sûr. Mais si ça avait déjà fonctionné une fois, pourquoi ne pas envisager qu'ils aient tenté la même chose? Sauf que là, les problèmes ont commencé. Sur le papier, l'idée se tenait. Mais dans la réalité, presque personne n'y croyait vraiment. L'endroit où les Lonergan ont disparu, ce n'est pas une zone de balade. C'est l'océan ouvert, courant puissant, eaux agitées, et oui, la présence d'un certain nombre de requins. Et même en imaginant qu'ils aient miraculeusement échappé aux prédateurs, ils auraient encore dû faire face à un autre danger, les marécages pleins d'animaux sauvages. Franchement, c'était un scénario digne d'un film, quasiment impossible, quasiment, car il restait tout de même une possibilité. Non loin de l'endroit où le couple a été vu pour la dernière fois, se trouvaient des pontons, des plateformes flottantes utilisées pour la plongée. L'un d'eux, près du récif Ozenkadnook, était situé à environ 6 km. Théoriquement, ils auraient pu y nager, et de là attendre des secours, ou tenter de rejoindre la terre ferme. S'ils y sont parvenus, alors il était tout à fait possible qu'ils se soient fondus dans la foule des touristes et aient quitté les lieux sans attirer l'attention. Cette hypothèse a relancé l'intérêt autour de l'affaire. Des appels ont commencé à affluer à la police. Certains affirmaient avoir vu Tom et Eileen sur le continent. D'autres disaient qu'ils vivaient dans une caravane ou qu'ils étaient partis en stop. Mais aucune de ces pistes n'a mené à quoi que ce soit de concret. Les enquêteurs ont alors sollicité l'avis d'experts. Presque tous ont été formels. Pour nager une telle distance avec de tels courants, il fallait une solide préparation. Et les Lonergan n'étaient pas des professionnels, juste des touristes. En plus, depuis leur disparition, aucune trace d'activité, ni mouvement sur leur carte bancaire, ni retrait d'argent, ni demande liée à leur assurance, comme s'ils s'étaient évaporés, eux et tout ce qui faisait partie de leur vie. Et puis, 5 mois plus tard, un rebondissement. Le 28 juin, dans une zone marécageuse et reculée près d'Archer Point, 2 pêcheurs sont tombés sur quelque chose d'étrange. Dans les herbes, détrempées et décolorées, reposait une ardoise de plongée, ces petites tablettes sur lesquelles les plongeurs communiquent sous l'eau. Des mots pâles y étaient gravés. L'écriture semblait précipitée, presque paniquée. Les pêcheurs ont recopié le message. Il y avait un numéro de téléphone et une adresse, tous 2 américains. Ils appartenaient aux Lonergan. Et puis, un appel à l'aide. Le message disait qu'ils ne voyaient aucun bateau, qu'ils ne parvenaient pas à repérer de pêcheurs. C'était un vrai cri du cœur. Le dernier message de ceux qui peut-être venaient de comprendre que personne ne viendrait et qu'on ne les retrouverait pas. Voilà à quoi ressemblait cette journée. Lundi, 26 janvier 1998, 8 heures du matin. Sur un morceau de bois, quelqu'un avait gravé d'une main tremblante « À ceux qui peuvent nous retrouver. On nous a oubliés près du récif d'Ozenku. Le bateau Outer Edge est reparti sans nous. C'était le 25 janvier, à 3 heures de l'après-midi. S'il vous plaît, sauvez-nous. Ramenez-nous à l'hôtel. Aidez-nous avant qu'il ne soit trop tard. On ne veut pas rester ici pour toujours. » Quand ce message est arrivé entre les mains de la police, il a été immédiatement envoyé pour analyse. Les avis étaient partagés. Certains pensaient que c'était une mauvaise blague, une simple planche échouée sur la plage, une fausse alerte. Mais l'expertise a vite remis les choses à leur place. Des algues marines ont été retrouvées à la surface, des algues qui ne poussent qu'après un long moment dans l'eau. Cela voulait dire une seule chose. La planche avait bel et bien flotté en mer. Ce n'était pas une mise en scène. Puis des spécialistes en écriture manuscrite ont été sollicités. Leur verdict a été sans appel.
C'était bien Tom qui avait écrit le message. Et à partir de là, tout a changé. L'histoire n'avait plus l'air étrange. Elle faisait peur. D'après les données officielles, Tom et Eileen Lonergan ont été laissés au récif à 15 heures, le 25 janvier. Et leur message aurait été gravé le lendemain matin, à 8 heures. Ce qui signifie qu'ils ont passé au moins 17 heures perdues au milieu de l'océan. Imagine un peu, la nuit, le noir total, de l'eau à perte de vue, aucun repère, rien. La police l'a dit clairement à l'époque. Dans ces conditions, une personne ne peut garder ses forces que pendant un temps limité. Et quand les recherches ont enfin commencé, cela faisait déjà plus de 2 jours que les Lonergan avaient disparu. À première vue, c'était trop tard. Mais il restait un espoir. Contrairement aux autres plongeurs ce jour-là qui étaient équipés de combinaisons légères, Tom et Eileen portaient des combinaisons épaisses de protection. Ces tenues protègent du soleil et offrent un minimum d'isolation contre le froid. Bien sûr, ce n'est pas une armure, mais c'est déjà ça. Sauf que ce genre de combinaison ne protège pas de ce qui rôde dans les profondeurs. Beaucoup ont alors pensé au pire, aux requins. Et s'ils avaient été attaqués? Et si quelqu'un ou quelque chose les avait pris en chasse? Le tableau est effrayant, mais même cette version n'explique pas tout. La plupart des objets retrouvés plus tard, masques, palmes, caméras, étaient intacts. Or, s'il y avait eu une confrontation sous-marine, cela aurait laissé des traces sur l'équipement. Seule exception, un morceau de la combinaison d'Eileen. Il était déchiré. Mais selon les experts, il aurait simplement été accroché à des coraux, alors que le courant le poussait vers la côte. Mais ce n'est pas tout. Le détail qui a le plus troublé tout le monde, c'est le gilet de sauvetage de Tom. On l'a retrouvé à part. Il n'était ni arraché ni endommagé. Il avait été soigneusement détaché, comme si Tom avait choisi de l'enlever de lui-même. Mais pourquoi? Pourquoi se débarrasser de ce qui permet de rester à la surface? Pourquoi quelqu'un perdu au beau milieu de l'océan déciderait soudain d'enlever la seule chose qui l'aide à flotter? Une des hypothèses, c'est que Tom et Eileen, seuls dans l'immensité de l'océan sous un soleil de plomb, ont pu perdre leur lucidité. La chaleur, la soif, l'absence totale d'ombre, tout ça épuise très vite, surtout quand on est complètement isolé. Dans un tel état, les décisions ne sont plus toujours rationnelles. Certains experts pensent qu'à un moment donné, ils ont compris que leur équipement lourd les empêchait de rester à la surface, qu'il les tirait vers le fond. Peut-être ont-ils décidé d'enlever leurs bouteilles, leur poids, tout ce qui les alourdissait. Mais quoi qu'il en soit, sans combinaison dans l'eau libre, surtout en plein soleil, on ne tient pas longtemps. Elle ne sert pas seulement à se protéger du froid, mais aussi à flotter un peu mieux. L'un des plongeurs les plus expérimentés d'Australie, Ben Kropp, un homme qui a passé sa vie sous l'eau, a déclaré qu'au cours des 2 premiers jours, une grande prédatrice marine avait très bien pu les approcher. Il y a même une théorie selon laquelle une partie de leur équipement aurait été volontairement abandonnée en mer, dans l'espoir qu'un hélicoptère ou un avion le repère depuis le ciel. Mais le temps passait. Quand les secours ont enfin commencé à ratisser l'océan, trop d'heures s'étaient écoulées. Beaucoup trop. En si longtemps, les courants auraient pu emporter absolument tout, le matériel, et même les corps, à des dizaines de kilomètres. Quant à Tom et Eileen, il est possible que leurs forces les aient abandonnés après tant d'heures dans l'eau, et qu'ils n'aient simplement plus pu continuer à se battre contre les éléments. Peut-être ont-ils perdu le cap, sans jamais réussir à retrouver une direction. Ou, comme le pensent certains rêveurs, peut-être qu'ils ont atteint une petite île, quelque part, et que leur trace s'est arrêtée là. Depuis, leur histoire reste l'une des plus mystérieuses jamais racontées. Personne ne sait avec certitude ce qui s'est vraiment passé. La vérité est sans doute restée à jamais enfouie dans ces eaux. Mais une question revient sans cesse. Qu'ont-ils ressenti au moment où ils ont compris qu'ils étaient seuls, abandonnés au milieu de l'océan, qu'aucun bateau ne viendrait, que le ciel au-dessus d'eux était infini et que sous leurs pieds,
Il n'y avait plus que le vide abyssal. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelle était votre version? Selon vous, qu'ont ressenti Tom et Eileen quand ils ont compris que dans cet océan, il ne restait qu'eux et l'eau? Voilà une telle histoire. Et maintenant, je propose de regarder la prochaine histoire réelle. Vous n'allez pas le croire, mais cette histoire est remplie de mystères que personne n'a jamais réussi à élucider. Imaginez un peu, des alpinistes chevronnés, aguerris par les sommets, partent à l'ascension de l'Elbrus, une simple sortie d'entraînement avant un itinéraire plus technique. Mais en l'espace de quelques jours, leur expédition bascule dans le drame. Une tempête de neige les surprend. La communication avec le camp devient instable. Puis, plus rien. Le silence. Et c'est là que tout devient étrange. Lorsque les secours parviennent enfin sur place, ils découvrent les membres du groupe dans un état critique, totalement apathique. L'environnement autour soulève des questions, comme si leur condition physique pointait vers quelque chose de plus inattendu. Une radio brisée, du matériel disparu, des corps retrouvés dans des positions étranges. Et surtout, un survivant qui finit par changer sa version des faits. Pourquoi? Que cherche-t-il à cacher? Que s'est-il passé cette nuit-là? Une énigme toujours sans réponse à ce jour. Nous sommes en 1990. Un groupe de 6 alpinistes arrive au pied de l'Elbrus. À sa tête, Sergei Levin, un homme qui connaît la montagne comme sa poche. À ses côtés, des sportifs expérimentés. Le médecin Sergei Farbstein, Oleg Buldakov, Odintsov, Voronin et Lazarev. Tous avaient déjà atteint de hauts sommets. Levin et Farbstein, eux, portèrent le titre de maître du sport, un rang prestigieux. D'ailleurs, Farbstein venait tout juste de reconfirmer son statut en obtenant les points requis. Mais ils n'étaient pas là par hasard. À ce moment-là, l'Elbrus accueillait la Touriade, un grand rassemblement de randonneurs et d'alpinistes. L'équipe de Levin faisait partie du groupe de Leningrad, avec une mission supplémentaire, servir de soutien en cas d'urgence. Ils avaient une solide expérience des opérations de secours, aussi bien dans le Caucase que dans les montagnes du Tian Shan. Mais ce n'était pas leur seul objectif. Pour la saison suivante, ils avaient prévu un itinéraire difficile dans le Pamir. L'ascension de l'Elbrus devait leur servir de préparation. Et en parallèle, ils avaient une autre mission, retrouver le groupe Klotchkov, disparu l'année précédente dans une direction inconnue. Personne ne savait ce qui leur était arrivé. Le 2 mai, alors qu'ils séjournaient depuis 3 jours au refuge 11, les alpinistes décident de faire une sortie d'acclimatation. En montagne, on ne grimpe pas sans préparation. Le corps a besoin de temps pour s'adapter à l'altitude et à l'air raréfié. Sinon, les risques sont importants, œdèmes pulmonaires ou cérébraux. Pour éviter cela, on suit une méthode bien connue. On monte, on redescend un peu, on passe la nuit, puis on monte plus haut le lendemain. Vers 14h30, en suivant leur itinéraire, le groupe de Levin croise d'autres alpinistes, des participants à la Touriade. Ceux-ci redescendaient déjà. Les 2 équipes échangent quelques mots. Levin précise que son groupe va encore grimper 1 ou 2 relais avant de redescendre. À ce moment-là, ils sont à environ 4500 mètres d'altitude. Pour des sportifs aguerris, rien d'extraordinaire. 40 minutes plus tard, ils décident de faire une pause. Ils sortent de quoi manger, prennent une collation. Et soudain, tout change. Le vent se lève, violent. Un brouillard épais les enveloppe. La visibilité tombe à presque 0. Dans de telles conditions, continuer est trop risqué. Levin, en alpiniste expérimenté, le comprend immédiatement. Il ne faut pas prendre de risques inutiles. Mais redescendre est tout aussi dangereux. Sans repère, on peut vite s'égarer. La seule option, attendre que la météo se calme. Ils n'avaient trop pas pris de tente. Pour une sortie courte, ce n'était pas nécessaire. Mais en montagne, il existe une solution éprouvée. Creuser une grotte dans la neige. Un abri comme celui-là permet de se réchauffer, de se protéger du vent et de patienter jusqu'à une accalmie. C'était aussi une bonne occasion de s'exercer en vue de leur future expédition dans le Pamir. Le contact radio avec le camp était toujours établi,
Ils avaient transmis qu'ils restèrent sur place. L'abri avait été monté rapidement, et la nuit du 2 au 3 mai, ils l'avaient passé dans une grotte de neige. Inconfortable, certes, mais pas dramatique. Tout se déroulait comme prévu, jusqu'à ce qu'un imprévu vienne tout bouleverser. Les piles de leurs lampes frontales avaient gelé. Avancer dans l'obscurité totale devenait bien trop risqué. Ils ont donc pris la seule décision raisonnable, faire demi-tour et retenter l'ascension plus tard. Peu après, un nouveau message est parvenu au camp de base. Après une nuit passée à 8200 mètres, Sergueï Arsentiev et Frances de Stefano Arsentieva ont tenté d'atteindre le sommet, mais ont été contraints de rebrousser chemin à la première barre rocheuse. Dans l'après-midi, vers 3 heures, un autre alpiniste russe, Anatoly Moshnikov, est arrivé au même camp. En arrivant, il a aperçu Sergueï et Frances en train de redescendre la crête. D'après lui, Sergueï semblait confiant et en forme, mais Frances, elle, accusait un sérieux retard. Elle n'est arrivée à la tente qu'une demi-heure après son mari. Elle est entrée et n'en est plus ressortie. Apparemment, le manque d'oxygène avait déjà commencé à affecter gravement son état. Dès qu'il fut revenu, Sergueï se rendit immédiatement à la tente de Mochnikov, située à environ 70 mètres de leur propre camp. Il lui raconta qu'il n'avait pas pu partir à 1 heure du matin, comme prévu, mais seulement à 6h30. Quelque chose n'avait pas tourné rond. Rien ne s'était passé comme prévu. Pour une raison étrange, toutes les piles s'étaient soudainement vidées, absolument toutes. Une des cavités s'est effondrée, obligeant tout le groupe à s'entasser dans une seule minuscule grotte de neige. Ce même jour, des silhouettes ont brièvement surgi sur la pente. C'étaient 2 alpinistes japonais, eux aussi piégés dans les mêmes conditions extrêmes. Leur état ne laissait aucun doute. Ils étaient au bord du gouffre. Lévy n'a pas hésité une seconde. Il les a fait entrer. Les laisser dehors, c'était les condamner. Sans nourriture, sans oxygène, sans équipement adapté, ils n'auraient pas survécu. Les heures passaient et la situation empirait, physiquement comme moralement. Pourtant, personne ne sonnait l'alarme. Au camp de base, les messages étaient toujours les mêmes. La situation est sous contrôle. Peut-être est-ce justement ce ton rassurant qui a tout changé. L'équipe de secours n'a pas jugé utile de se précipiter. Après tout, ils étaient des alpinistes aguerris, habitués à compter uniquement sur eux-mêmes. Et Lévy, en tant que chef d'unité de secours, avait sans doute du mal à accepter qu'il soit maintenant celui qu'il fallait sauver. Son orgueil devait en prendre un coup. La radio ne fonctionnait qu'avec de nombreuses coupures. Pour établir un contact, il fallait sortir à l'extérieur en pleine tempête. Tard dans la soirée, Lévy a tout de même réussi à transmettre un message et il a fixé le prochain contact au lendemain matin. Juste avant que la communication ne coupe, il a prononcé une phrase qui laissait planer une réelle inquiétude. On compte sur l'équipe de soutien. Sans doute avait-il déjà compris à ce moment-là la gravité de la situation. Pendant ce temps, Léonide Bril et un petit groupe tentaient de les rejoindre à travers la tempête de neige. Mais la nature a eu le dernier mot. Ils n'ont pas pu atteindre le groupe et ont dû faire demi-tour. Lévy et ses compagnons ont décidé de passer une nuit de plus dans la grotte de neige. Cette décision allait être la dernière. Ou peut-être n'avait-il tout simplement plus d'autres choix. Peut-être qu'ils n'étaient plus en état d'avancer. Ou peut-être qu'ils ne voulaient pas laisser leurs camarades derrière. La nuit dans cette grotte glacée devenait insupportable. L'air se faisait rare. Lévin, Lazarev et Voronin, conscients qu'ils ne tiendraient au plus longtemps, sont sortis pour essayer de dégager l'entrée. À cet instant précis, le vent a brièvement levé le rideau de neige, révélant au loin le refuge 11. Cela redonnait un peu d'espoir, mais rester dans la grotte, malgré tout, devenait de plus en plus dangereux. Sergueï Farbstein était dans un état critique. Il ne pouvait plus faire un seul pas. Oleg Buldakov, lui, avait un comportement étrange. On aurait dit qu'il avait perdu tout contact avec la réalité. Peut-être était-ce le mal des montagnes, qui peut parfois brouiller la conscience de façon très particulière.
Levin, en tant que chef de l'expédition, hésitait encore. Fallait-il entamer la descente? Mais sa décision restait la même, attendre le lever du jour. Partir en laissant quelqu'un derrière, c'était impensable pour lui. Et puis, il restait un mince espoir, qu'avec les premiers rayons du soleil, le temps s'améliore enfin et qu'il puisse redescendre en sécurité. Mais ce matin-là s'est avéré fatal. Tout le monde ne l'a pas vu se lever. Odintsov, en reprenant conscience, s'est rendu compte qu'il était enseveli sous la neige. Il a commencé à dégager les amas, et après environ 1 heure d'effort, il a réussi à sortir. Ce qu'il a vu l'a profondément bouleversé. 3 de ses compagnons gisaient à proximité, sans aucun signe de vie. Dans la grotte, 2 autres étaient toujours là, inconscients. L'un des Japonais avait disparu, l'autre était encore vivant, mais dans un état très grave. Odintsov a compris une chose. S'il ne descendait pas immédiatement, il n'aurait plus aucune chance. Il a rassemblé le peu de force qui lui restait et a entamé la descente. Et incroyable coup de chance, il est tombé sur un groupe de secouristes en train de monter. Ils étaient justement à la recherche des alpinistes japonais. Odintsov leur a indiqué l'emplacement de la grotte et l'opération de sauvetage a commencé. Les secours ont tenté d'évacuer Oleg Buldakov, mais c'était trop tard. Il était inconscient et il n'a pas pu être sauvé. Sergei Farbstein, lui, a été transporté jusqu'à un refuge, mais son état était critique et malgré tous les efforts, il n'a pas survécu. Seul Odintsov et le Japonais encore conscient ont survécu, mais ce dernier n'a pas tenu le coup face aux conditions extrêmes. À première vue, cela pourrait ressembler à un tragique accident. Dans les montagnes, ce genre de drame n'est pas rare. Ceux qui s'y aventurent savent que les risques sont immenses. Mais dans cette affaire, il y avait bien trop d'éléments étranges. Le premier détail troublant, c'était la radio brisée, et pas simplement tombée ou endommagée par hasard. Non, elle avait clairement été détruite volontairement. Deuxième point, la disparition de certains équipements, du matériel coûteux. Farbstein n'avait plus son bloqueur ni ses bâtons de ski réglables. Levin, lui non plus, n'avait plus ses bâtons. Bien sûr, on pourrait imaginer que les secouristes ont récupéré certaines choses, mais même avec cette hypothèse, c'est étrange. Et puis, il y a cet élément le plus mystérieux de tous, les pitons à glace. Le groupe en transportait plus de 50. C'est énorme. Et surtout, il n'en avait même pas besoin pour l'itinéraire prévu. Alors pourquoi emporter un tel stock? C'est là que sont apparues plusieurs théories. La première, peut-être que le groupe envisageait un itinéraire bien plus difficile que prévu, sans en informer personne. La deuxième, ils participèrent peut-être à une mission de secours secrète, tenue confidentielle pour une raison quelconque. Mais il existe aussi une troisième version, qui semble la plus plausible. Ces pitons servirent peut-être de monnaie d'échange. À l'époque, le bon matériel d'alpinisme était une rareté. Et à l'étranger, l'équipement en titane était extrêmement recherché. Les alpinistes occidentaux étaient prêts à l'échanger contre des articles de qualité, des bottes solides, des vestes en duvet bien chaudes, du matériel d'assurage fiable. Il est donc possible que le groupe de Levin ait emporté tous ces pitons précisément pour cela, les troquer contre quelque chose de plus précieux. Mais si ce n'était qu'un simple troc, alors une question demeure. Pourquoi en emporter autant? Cette histoire reste pleine de zones d'ombre. Et parmi les détails les plus troublants, il y a cette grande tache sombre à l'intérieur de la grotte. De quoi s'agissait-il? Une trace liée à la blessure de Buldakov, une réaction physique inattendue, ou bien toute autre chose? À ce jour, personne n'a su répondre à cette question. Mais un détail en particulier attirait l'attention et provoquait un étrange malaise. À un endroit, on a retrouvé un objet étrange, à un autre, une flaque. Mais le plus incompréhensible, c'est ce que les experts ont découvert à l'intérieur de l'un des membres du groupe décédé, des traces inexpliquées. Comment étaient-elles arrivées là? Et pourquoi?
Personne n'a pu apporter de réponse claire. À l'extérieur aussi, l'ambiance était pour le moins troublante. Les corps gisent dans la neige, figés dans des postures qu'on ne pouvait qualifier de naturelles. Certains étaient pieds nus, d'autres manquaient de vêtements chauds, et plusieurs avaient des éléments d'équipement absents. Tout portait à croire qu'ils étaient restés ainsi un long moment, tout en restant conscients. Et pourtant, à seulement quelques centaines de mètres de là, se trouvait un autre groupe de randonneurs. Des débutants, sans grande expérience ni matériel adapté. Eux aussi ont souffert du froid, mais ils ont survécu. Malgré toutes ces étrangetés, la conclusion officielle des médecins a été simple. Une hypothermie. Difficile à contester. Mais qu'est-ce qui a pu mener à une telle issue? Comment des randonneurs expérimentés, parfaitement préparés, n'ont-ils pas pu faire face? Ce n'était même pas un parcours difficile, juste une sortie d'acclimatation. Les hypothèses ont afflué. Certains parlaient d'expériences secrètes, d'autres évoquaient une intervention extérieure. Une théorie populaire accusait le médecin du groupe, Farbstein, d'avoir administré des médicaments censés aider l'organisme, mais qui au final auraient eu l'effet inverse. Aucune preuve de cela n'a jamais été trouvée. En revanche, une chose semblait évidente. Levin n'avait clairement pas tout raconté, une fois revenu au refuge. Mais pourquoi spéculer, alors qu'Odintsov faisait partie des survivants? Il aurait pu tout expliquer. Et pourtant, après la descente, Odinov a eu une longue conversation avec Léonie Debrel. Et c'est là que tout a changé. Ses déclarations ont soudain pris un tout autre ton. Que s'est-il passé pendant cet échange? L'une des hypothèses les plus cohérentes est la suivante. À un moment donné, dans la grotte, le manque d'oxygène et l'humidité ont rendu la situation insupportable. Certains ont voulu sortir, mais dehors, ils se sont heurtés à un vent glacial. La température a chuté brutalement. L'air humide s'est transformé en froid sec. Le corps, affaibli par le manque d'air, a commencé à lâcher et le cerveau a déraillé. Dans cet état, les comportements deviennent étranges, parfois incohérents. Il existe un phénomène bien connu. Lorsqu'une personne est en train de geler, elle peut ressentir une chaleur soudaine et commencer à retirer ses vêtements, ce qui, bien sûr, ne fait qu'aggraver la situation. La circulation ralentit, les mouvements deviennent difficiles. Et si l'on ajoute à cela le manque d'oxygène, la fatigue, le froid constant, tout devient plus clair. Leurs vêtements étaient sans doute déjà trempés et n'offraient au plus aucune protection contre le froid. Ils ont essayé de s'abriter du vent, mais chaque minute leur faisait perdre un peu plus de chaleur. Leur état inquiétait. Ils se sont simplement endormis et ne se sont jamais réveillés. Le froid a été plus fort. À l'intérieur de la grotte, la chaleur était étouffante. L'air devenait rare. La pression, l'humidité, la faiblesse, tout s'accumulait. L'un des Japonais n'a plus tenu. Il a décidé de sortir. Son objectif était clair, atteindre le refuge plus bas sur la pente, là où il pourrait se réchauffer et attendre la fin de la tempête. Mais son chemin s'est terminé de manière inexpliquée. Dans la nuit, au milieu de la neige, il s'est sans doute perdu, et on ne l'a jamais revu. Et pourtant, sans même s'en rendre compte, il a sauvé ceux qui étaient restés piégés. Une ouverture est apparue dans la paroi de la grotte, laissant passer de l'air frais. C'est ce qui leur a donné une chance de survie. Wintsov, qui avait perdu connaissance, a fini par se réveiller. Sans ce Japonais, les choses auraient pu tourner bien plus mal. Mais alors, que s'est-il réellement passé? Comment un groupe d'alpinistes aussi expérimentés a-t-il pu se retrouver dans une telle situation? Il y a plus de questions que de réponses, et le mystère de cette tragédie reste encore aujourd'hui sans explication. Et pourtant, là, juste devant eux, il y avait un être humain, encore en vie et en grande souffrance. L'un des Sherpas lui a crié de ne pas regarder, de continuer à avancer. Le message était clair, le sommet passait avant tout. Cathy a regardé cette silhouette qui, malgré tout, bougeait encore. Elle est restée figée. Derrière elle, des mois de préparation, un chemin épuisant.
Il restait environ 240 mètres jusqu'au sommet, 4 ou 5 heures de marche, et ils y seraient. Mais là, tout avait changé. Je ne pouvais pas faire semblant de ne rien voir. Même si la situation semblait désespérée, je devais au moins essayer. Elle s'est tournée vers les Sherpas. Ce n'est pas juste une fille, c'est une personne vivante. Je dois y aller. Ils n'ont pas tout de suite compris ce qu'elle voulait dire. Elle a insisté. On ne peut pas simplement partir. Cathy pensait qu'il s'agissait de quelqu'un de l'équipe russe. La personne était attachée par une longe, couchée sur le dos, la tête et les jambes tombant de chaque côté. Elle s'est agenouillée prudemment à côté et a vu... C'était une femme. « Ne me laissez pas... » a-t-elle murmuré faiblement. Sa peau était blanche, presque translucide. Ses yeux, sombres, immenses, vides. « Ne partez pas, a-t-elle répété dans un souffle. Cathy s'est figée. La femme là devant elle, elle lui ressemblait presque trait pour trait. Et soudain, une pensée glaçante lui a traversé l'esprit. Et si j'étais en train de voir mon propre avenir? Elle était consciente. C'était à la fois rassurant et terrifiant. Est-ce qu'on pouvait encore la sauver? Ou bien était-ce déjà trop tard? Cathy s'est penchée vers elle. Je vais chercher les autres. On est plusieurs. On va essayer de vous aider. Je reviens, c'est promis. La femme nous regardait. Ses lèvres tremblaient. Pourquoi vous faites ça? A-t-elle murmuré presque inaudiblement. Les Sherpas ont entamé la descente. Ils n'avaient plus d'espoir. La femme ne semblait pas blessée, mais elle était totalement incapable de bouger. C'était comme si elle n'appartenait plus à ce monde. Comme si elle n'avait plus aucune force. À côté d'elle, un cylindre d'oxygène d'un orange vif, de fabrication russe. Le masque, lui, traînait au sol. On ne pouvait pas partager notre oxygène avec elle. Son masque n'était pas compatible avec nos bouteilles. On avait quelques réserves, mais plus aucun masque. Et même avec le bon équipement, ça n'aurait pas suffi. Dans ces conditions, il faut administrer l'oxygène correctement et rester immobile pendant plusieurs heures. Ce qui voulait dire une chose. L'un d'entre nous aurait dû rester là, sans oxygène. Au loin, 3 alpinistes venus d'Ouzbékistan sont apparus. Je me suis avancé vers eux. « Aidez-nous, s'il vous plaît. Elle a besoin d'aide, » ai-je dit à leur chef. Il a jeté un œil vers la femme, puis vers nous. « On a déjà essayé, » a-t-il répondu. « On lui a laissé une bouteille hier, mais elle est trop haut. On ne pourra pas la sauver. Nous sommes restés près de Frances pendant presque 1 heure. La température était tombée à -30. Le vent fouettait nos visages, les doigts engourdis. On se tenait sur une pente instable, prête à s'effondrer à tout moment. Je grelottais, mes dents claquaient à cause du froid. Et puis, la décision s'est imposée d'elle-même. Tout le monde l'a acceptée, les Sherpas, les alpinistes. On ne pouvait pas rester plus longtemps. C'était nous mettre en danger. Je n'avais jamais vu ça avant. Quelqu'un qu'on laisse seul dans de telles conditions. J'étais déjà passé à côté de corps sur des itinéraires. J'avais perdu des amis qui ne sont jamais revenus de la montagne. Mais là, partir comme ça? Et pourtant, on est parti. Nous avons été les derniers à l'avoir encore consciente. Ian Woodell et Cathy O'Dowd ont juré ce jour-là qu'ils reviendraient pour lui offrir une sépulture digne. Frances est restée longtemps là-haut, telle une présence silencieuse, un rappel glaçant de cette histoire. Et elle n'était pas la seule. Nombreux sont ceux qui, incapables de redescendre, sont restés là-haut pour toujours. Ramener les corps est pratiquement impossible. C'est pourquoi, sur la route qui mène au sommet de l'Everest, on croise parfois ceux que la vie a abandonnés là. Et ces rencontres nous rappellent une chose. Chaque ascension comporte un risque immense. Frances, on l'a surnommée « la belle au bois dormant ». Elle est longtemps restée un repère pour les grimpeurs. Mais Ian et Cathy ont tenu parole. En 2007, ils ont organisé une expédition pour lui rendre un dernier hommage. Ils voulaient aussi déplacer celui qu'on appelle Botte Verte. Tous deux sont devenus des symboles douloureux de l'Everest.
Mais ramener Frances en bas s'est avéré impossible. Trop compliqué. Alors, ils l'ont déplacée vers un endroit moins visible, l'ont recouverte d'un drapeau américain et ont récupéré quelques effets personnels pour les remettre à sa famille. Son mari, Sergueï Arsentsiev, n'est pas non plus revenu de la montagne. Le mystère autour de sa disparition s'est éclairci plus tôt. En 1999, alors qu'on cherchait Mallory et Irvine, l'alpiniste Jake Norton a découvert le corps de Sergueï plus bas, sur la pente. Il aurait chuté, sans doute, presque au même endroit où sa femme s'était arrêtée. C'est l'une des histoires d'amour les plus tragiques. Une histoire d'amour entre deux êtres. Et une histoire d'amour avec la montagne. Une montagne qui a été, pour eux, la dernière.